Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec, La web radio étudiante de Marne-la-Vallée. www.radio-rec.org. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joker. You are very happy of your goal. It's magnifique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Score Plus. Nous sommes le 16 novembre 2012 à cette horaire exceptionnelle de 18h30 et c'est parti pour, ma foi, une heure de foot, d'analyse d'experts et cette semaine a été marquée par le match France-Italie qui a eu lieu hier soir. Vous avez tous vu le match, le résultat de 1 victoire de la France. On va essayer d'analyser ça un petit peu tous ensemble. Le programme de cette émission ce soir, spécial équipe de France. On va s'interroger tout d'abord sur qu'est-ce que la Deschamps Touch. C'est un peu ridicule mais on va quand même essayer de le décrypter. Valbuena, facteur déterminant des plans de Deschamps. On l'avait annoncé, on avait fait un petit peu les Madame Irma là-dessus. On verra comment Valbuena un petit peu a bonifié ce jeu. Sako Koscielny, est-ce suffisant véritablement, messieurs? Une défense qui a marché, mais on va dire avec quelques points négatifs et c'est très important de les souligner. Benzema, Nasri, des indispensables de il n'y a pas si longtemps, notamment Benzema. Est-ce qu'il manque vraiment au vu de ce match? Et enfin, un petit tour d'horizon de la planète football et des matchs qui se sont déroulés, les principaux enseignements. Tout ceci avec nos deux experts. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Robin, salut Walid. Et Walid. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne et ça faisait un petit moment quand même. Ouais, mine de rien. Bah messieurs, je vous propose de débuter un petit peu avec ce match. On va pas refaire le match, je pense que les auditeurs, les spectateurs l'ont vu. On rappelle qu'on est en vidéo et en audio bien entendu sur le site radio-rec.fr. Et ma foi, bah, c'était une bonne victoire et ça fait plaisir, messieurs. Bah, ça fait énormément plaisir. Je vois que t'as mis une petite musique sympa derrière. Ouais, c'était un petit peu de trompette. Déjà, moi, j'aimerais, pour introduire un peu les débats dont on va parler et qu'on va évoquer dans cette émission, j'aimerais dire que ça faisait très longtemps que je m'étais pas ennuyé finalement dans une rencontre de l'équipe de France. Ouais. Et c'est suffisamment rare pour le souligner. Souvent, je vais pas mentir, je me laisse tenter par la zapette ou par l'ordi à côté ou par les bonnes vannes sur Twitter. Bah là, je dois dire que j'ai regardé les 90 minutes et même 90 plus 3. Certes, j'ai envie de te dire, mais est-ce que ce constat-là, ça fait pas 2 mois qu'on le fait? C'est-à-dire que ça fait pas 2 mois qu'on se dit, alors à part on va dire France-Japon, mais tiens ce match-là, ça faisait 8 ans au moins que je m'étais pas fait chier. Parce que France-Espagne, on a dit pareil. Hein. Non, il y avait une mi-temps en Espagne. La première mi-temps, je suis désolé, c'était quand même... oui, l'Espagne jouait bien et encore, c'était une Espagne affaiblie. Là, les deux équipes, Italie et France, ont proposé du jeu, ont proposé des choses. Donc c'était un bon match. Ce que tu veux dire, c'est que Deschamps, par rapport à Domenech et par rapport à Laurent Blanc, dont on attendait quand même, a apporté quelque chose. Donc on va se poser la question. Tout à fait. La problématique un petit peu de cette première partie. Attention. C'est qu'est-ce que la Deschamps Touch? Donc c'est fameux, on a la Sir Alex Ferguson Touch, on a il y a pas d'autres entraîneurs qui me viennent en tête, mais il y a Guardiola, etc. Il y a Guardiola, il y a la Brendan Rodgers Touch, mais moi, je vous écoutais avec attention là depuis le début de l'émission et ce que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'on parle de plaisir de jeu avec Didier Deschamps aux commandes de l'équipe. Ouais, alors c'est paradoxal. Après, je vais développer. Attention. Tu vois, parce que quand il était à Marseille, beaucoup le critiquaient justement. Mais c'est la même chose. De ce point de vue-là, parce qu'il mettait des systèmes défensifs en place, peut-être justement trop défensifs, trop basés sur la solidité et trop peu attrayants vers l'avant. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'aimerais quand même nuancer. C'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match. J'ai trouvé ça très bien, mais c'est en grande partie, pour moi, en grande partie en première mi-temps notamment, c'est grâce à l'Italie. Parce que l'Italie a proposé un jeu offensif plutôt attrayant, ça allait de l'avant, ça combinait. C'était rapide. Ouais. C'était rapide et puis tu vois, on sentait ça combinait bien entre tous les cadres de cette équipe. Ouais.
Et contrairement à l'équipe de France, quand je vois l'équipe affichée par Deschamps d'entrée de jeu, je me pose quand même quelques questions. Parce que rappelons-la simplement pour les analyses de tout à l'heure. Donc on a une charnière centrale Sakho Koscielny. On a Patrice Evra dont je reviendrai un petit peu dessus, dont il est difficile de dire qu'il a fait un mauvais match ces derniers temps. Oui. Non, alors on y reviendra là-dessus, notamment sur il y a eu pas mal de critiques faites sur la qualité de centre. Il y a autre chose. Je pense que le facteur n'est pas là. Donc à droite on a Debuchy. On en reparlera aussi. J'essaye de pas en parler parce que c'est chaque mot. Voilà. Ensuite au milieu de terrain on avait Sissoko, Ribéry au départ, bien entendu. Sissoko, Ribéry et donc Matuidi. Voilà. Et en attaque, donc Benzema absent sur blessure. Et donc on avait messieurs Olivier Giroud qui faisait voilà, on en dit pas plus. Qui a joué à Olivier Giroud, la même chose qu'Arsenal. Non mais oui, parce que là il y a beaucoup à dire là, sur ce cas-là. Ouais. Donc voilà, pour en venir à Deschamps, donc tu l'as rappelé, on a ce système-là. Et justement, tu vois ce système-là, tu vois que tu as 3 milieux défensifs d'entrée de jeu. Tu te dis, voilà, Deschamps ne surprend pas, Deschamps il fait du Deschamps. Et finalement ça se concrétise en début de match. Tu vois la France qui n'attaque pas, les latéraux ne montent pas. Et puis tu peux pas vraiment t'en surprendre quand tu vois le système. Je veux dire, Giroud, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est facile de lui tirer dessus et de le pointer du doigt. Mais en même temps, Giroud, tu ne peux pas bien l'exploiter dans ce système-là. Quand tu n'as pas de latéraux qui montent et quand tu joues avec 3 milieux défensifs, Giroud, il a un travail complètement ingrat qui est de gêner la relance et les défenseurs. Mais l'attaquant, de toute façon, quel qu'il soit dans ce rôle-là, il peut pas être mis en valeur. À part s'il marque un but, mais tu peux pas le mettre en lumière comme ça. Giroud, de toute façon, il a un système comme ça, il a la tâche classique d'un mec qui est un peu grand, c'est-à-dire d'un pivot qui va garder le ballon. De la tête, bon, il y a pas. Sauf que il a eu très peu de ballons aériens et quand de l'autre côté tu es confronté à Barzagli, Chiellini, c'est pas toujours très facile. Ouais. Il s'est fait assez bouffer par Chiellini. Ah oui, totalement. Et donc il a été, on peut le dire, mais bon, c'est vrai que c'est excusable compte tenu de l'adversité qui était quand même exacerbée sur cette rencontre. Ouais. Pour revenir un peu, pour continuer Deschamps, dans ce débat de Deschamps, oui, est-ce qu'il y a une Deschamps touch? Clairement oui, moi je la vois, parce que quand je vois cette équipe de France, je reconnais le Deschamps qu'on a pu voir à Marseille, qu'on a pu voir à Monaco. Je pense notamment à l'année du titre à Marseille. Ça ressemble énormément à cette équipe. Tu as ce côté solidité, c'est vraiment le premier truc qu'il veut mettre en place. Enfin, c'est-à-dire que c'est une équipe qui souffre, qui n'a pas pratiqué un jeu particulièrement alléchant, mais tu sens que dans leur souffrance, finalement, c'est solide, quoi. Ils savent encaisser les coups tel un boxeur, tu vois. Ouais. C'est une équipe qui va prendre des coups, mais qui va pas être particulièrement gênée par ces coups-là et qui est capable de fulgurance, et on a pu le voir devant, et des fulgurances qui font mal. Il y a ça, et puis il y a un truc, moi, qui est inexplicable et que j'arrive pas à comprendre, enfin, qui est... Je sais pas, qui n'est pas de l'ordre de la science, de l'explication rationnelle, c'est le facteur chance. Je suis désolé, mais avec Didier Deschamps, il y a un truc de chance assez incroyable, que ce soit avec Monaco. La Juve, j'ai moins suivi la saison, mais apparemment c'était le cas aussi quand j'ai relu 2-3 papiers. À Marseille, c'est pareil. C'est-à-dire le mec, là sur cette rencontre, il y a quand même 2 barres pour l'Italie. Il y a, je sais pas combien de fois les stats précises au niveau des tirs cadrés en équipe de France, mais du côté de l'équipe de France, mais c'est pas génial et faramineux. On peut pas dire que voilà, mais on a eu une efficacité à toute épreuve. De toute façon, c'est du Deschamps. C'est la base Didier Deschamps. Tu décris la base Didier Deschamps. Et ça, il y a vraiment que lui qui est capable de ça en France. Donc, compte tenu, si tu veux, des qualités individuelles qu'on a dans cette équipe, je me dis que finalement, oui, Didier Deschamps est peut-être l'homme de la situation. Puisqu'on a besoin de résultats à très court terme, et là on a vraiment des résultats à court terme, mais je mettrai quand même un énorme bémol. On a tous parlé après l'Euro et le Mondial de reconstruire une équipe, etc. Si vous comptez, et moi je le dis clairement, si vous comptez travailler à construire quelque chose à long terme, Didier Deschamps n'est pas l'homme de la situation. Parce que systématiquement, il y a des résultats à court terme, mais systématiquement, ça se casse la gueule à un moment ou à un autre. Sauf encore une fois à la Juventus où il a fait qu'une saison. Ouais, mais tu vois, systématiquement, Didier Deschamps, là, il a le mérite d'instaurer un vrai groupe en équipe de France. C'est quelque chose qu'on n'avait pas depuis ces dernières années. Là, tu constates qu'il essaie d'avoir une base solide. Par rapport au match en Espagne, sur les 22 joueurs sélectionnés là en Italie, tu en avais 20 qui étaient déjà présents en Espagne, donc hormis Benzema et j'ai perdu l'autre. Je ne sais plus. C'est vrai qui n'était plus là. Il y a Benzema et un autre.
Tout ça pour dire que, tu vois, Deschamps essaie de faire justement ce que Domenech et Blanc n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire que avec Blanc et Domenech, à chaque fois, c'était notamment beaucoup le cas avec Blanc, c'est-à-dire que de mois en mois, on voyait une liste différente avec des joueurs différents. À chaque fois, on en ressortait le coup de l'essai. Mais il va falloir du courage. Hein, bah ouais, mais Blanc, il a le courage. Deschamps, pardon, il a le courage. Ouais, mais je veux dire, il a pas hésité à évincer des joueurs comme Nasri, dont aujourd'hui on en parlera tout à l'heure. Ça c'est facile, c'était pas dur et Benzema était pas si facile que ça. C'est facile d'évincer Nasri. Blanc n'a pas réussi à le faire et il a pas réussi à le faire avec les autres après 2010. Ça sera compliqué d'évincer des mecs comme par exemple, je vais citer un nom, mais Diaby, qui se blesse énormément au milieu de terrain. On peut se dire avec le milieu de terrain qu'on a eu contre l'Italie, je sais pas, on s'est tous posé la question, on s'est dit bon bah avec Diaby ça sera peut-être meilleur. Moi j'arrête de me le dire ça. C'est les questions vraiment. Moi j'en ai marre de ce genre de questions. Sauf qu'à la première défaite, on va tendre le papier, on va dire mon petit gars Diaby il était où ? Tu le tendras peut-être, mais pas moi. Je veux dire, ça fait 4 ans que j'entends ça. Et la même chose côté des latéraux avec Diaby. Côté du niveau des latéraux, Sagna c'est pareil, la même chose, on va aussi tendre à un moment donné Sagna. Donc est-ce qu'il va être capable de conserver ce groupe ? Et tu le citais, la statistique était intéressante de 20 mecs qui étaient déjà là contre l'Espagne. On peut imaginer que Benzema sera de retour quoi qu'il arrive quand même, parce que c'est quand même Karim Benzema. Mais est-ce qu'il va rester là-dessus ? Est-ce qu'il va continuer, persévérer dans ses choix ? Moi ça m'intéresse. Et surtout, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une défaite, est-ce qu'il assumera ses responsabilités et va persévérer dans ses choix-là ? De toute façon, Deschamps, tu le vois dans ses choix, il y a des hommes, il a quand même fait des choix forts depuis son arrivée. Il a rappelé des mecs comme Mavouba qui était jusque-là exclu de la sélection alors que l'opinion publique globalement par exemple, Mavouba, est-ce qu'avec son retour de blessure, mais c'est un très bon exemple. Il a rappelé Mavouba, il a quand même instauré Mathieu Valbuena, il commence clairement à avoir sa place titulaire en équipe de France. Mais Mavouba, est-ce que tu le mets dans cette équipe-là ? Est-ce que tu le mets en tant que titulaire par exemple parce qu'il a fait un bon match ? Voilà, donc tu bouscules déjà ton équipe, tu vois. Donc non, je te parle de Valbuena, par exemple. Je croyais que tu parlais de Valbuena. Ah Mavouba, non, moi je parlais de Mavouba. Déjà moi, s'il y a un mec, si tu me poses la question, il y a un mec aujourd'hui dont je ne sais pas, je pense que de toute façon Deschamps lui fera pas confiance. Il le fait là pour lui faire gagner de l'expérience. C'est Sissoko. Sissoko, tu vois, il profite du fait qu'il y a pas mal d'absents. Il le met là pour engranger de l'expérience et préparer peut-être 2014 sur le long terme. Je veux dire, ça commence comme ça. Tu as un match amical contre l'Italie, tu profites de ça pour faire jouer des jeunes joueurs. Mais je pense pas qu'il compte concrètement sur ce mec-là. Le problème avec Sissoko, c'est que je trouve qu'on a un fossé, notamment de style en fait, entre Sissoko et Menez. Et les deux déséquilibrent totalement leur équipe. C'est-à-dire que Sissoko a une telle proportion à ne pas pouvoir techniquement. Il est limité. Techniquement, il ne peut pas. Que lui qui est techniquement limité. Attends, à ce point quand même. Mais techniquement vers l'avant. Après, il fait les efforts défensifs. Donc tu vois, quelque part, on a une stabilité et ça se comprend qu'il l'ait mis dans la première mi-temps. Etc. Et Menez, c'est exactement l'inverse. Donc moi, ce qui me pose problème en fait là-dessus, c'est surtout ce manque d'équilibre. Même tu regardes Matuidi Capoué, même si tu mets Matuidi Mavouba pour reprendre un petit peu, c'est trop, enfin physiquement c'est un peu trop light quoi. Non, Matuidi trop light physiquement, non. Non mais physiquement, je veux dire il est bon en interception etc. Mais Matuidi, je t'assure que physiquement c'est très très lourd. Il te fait 90 minutes à fond. Robin se laisse amadouer par la taille. Non, pas du tout, pas du tout. Regarde Verratti, c'est un mec qui a une conservation de ballon et une attitude physique, même Rooney. Attends, tu peux me dire ça quand Matuidi, je t'assure que pendant 90 minutes il cavale. Là c'était justement. Voilà. La seconde mi-temps, je l'ai vu se faire bouffer un peu. C'est une exception, d'accord. Les 20 dernières minutes, c'est vrai. En même temps, il enchaîne depuis le début de saison. Certes, il faut qu'il soit très frais, il faut qu'il soit. Voilà. Mais je pense que dès qu'il a un petit coup de mou physiquement, d'un coup, ça lâche. Non, mais de toute façon, c'est parce que son jeu se repose là-dessus. Exactement. Et puis en même temps, on peut pas reprocher. Enfin, je veux dire, c'est un match en novembre, amical, en Italie, en plein milieu d'un mois complètement surchargé. Depuis le mois d'août. Ouais, mais c'est vraiment les matchs en bois qui servent à rien normalement. Ouais, mais bon, après. Je suis d'accord avec toi. Après, Marquisio, qui a pas fait des grands matchs, Montolivo. Pirlo, quand il est rentré, a pas fait un grand match. Je vois pas, voilà, Pirlo non plus. En seconde période, il a été un peu éteint par des joueurs. Ça aurait été Pirlo, Marquisio, Montolivo dans leur grande forme. J'aurais dit bon bah c'est d'accord. Mais là, je l'ai vu se faire s'éteindre. Alors peut-être c'est la fatigue physique. Je pense que quand t'enchaînes depuis le mois d'août des matchs tous les 3 jours, à un moment donné, c'est peut-être explicable. Et puis il y a une journée de championnat à préparer aussi. Tu dis, je me repasse quand même. Ça devient clairement l'un des cadres au milieu de terrain. C'est un des mecs sur qui on peut commencer peut-être à faire confiance. Pour moi, le problème de Matuidi, il est pas tellement physique parce que tu verras que physiquement, il est très impressionnant. Il cavale pendant 90 minutes. Oui, même. Je sais bien. Mais pour moi, le problème est plus techniquement de leur technique.
C'est un joueur qui sait, il faut le reconnaître, qui a un don du placement assez étonnant. Très intelligent dans le jeu. Regarde son placement, vraiment c'est remarquable dans le placement. Mais c'est vrai que techniquement, une fois qu'il a récupéré le ballon, il a une méthode peu académique pour récupérer la balle, tu vois, avec ses grandes jambes, tu sais pas trop C'est comment grand il fait. compas. Exactement, tu vois. De toute façon, Telle une araignée, il arrache le ballon. C'est sûr qu'il faut pas le laisser seul dans la défense. Matuidi, il faut le faire jouer à côté d'un mec qui sait faire office de première relance, qui sait relancer le jeu. Parce que sinon, tu vois, c'est pas du tout le mec qui va. Même si on voit qu'il tente de plus en plus avec la confiance. Je crois qu'Ancelotti lui a donné une certaine confiance et il tente de plus en plus. Attention, on a bien vu contre Montpellier que quand il commence à tenter trop de trucs, ça peut être dangereux. Mais tu vois, pour recentrer sur Deschamps, il y a quand même des choix. Voilà, on parle de Matuidi, c'est quand même des choix forts qu'il a fait, des trucs qu'on voyait pas avec Blanc. Et tu le dis, mais pour moi, c'est pas non plus si facile de laisser un mec comme Nasri au banc de la sélection, parce que c'est quand même un mec qui joue à Manchester City. Dans l'opinion publique, tu sais que beaucoup de mecs, on a entendu pendant longtemps, que ce soit pour Nasri ou Ben Arfa, ces mecs-là peuvent nous sortir de la merde en équipe de France. Ce seront avec ces mecs-là qu'on s'en sortira. Je pense pas. Je on pense l'a que c'est entendu facile. pendant longtemps. Et au moins Deschamps a le mérite de laisser ces mecs de côté. Aujourd'hui, personne ne lui reproche ça. Absolument personne ne lui reproche de laisser maintenant, Nasri. parce que personne ne lui reproche maintenant parce que tu vois que sans eux tu y arrives. Mais même quand il a repris l'équipe de France. Sauf que quand ça marchait pas avec l'équipe de France, à chaque fois qu'on pointait du doigt, on disait mais avec Nasri en 10 ça peut le faire, mais pas avec Deschamps, avec Blanc. Non, oui, avec mais pas Blanc. avec Deschamps. C'est ce que je te dis. Deschamps a eu le mérite de changer les choses. Tu dis Deschamps a eu le mérite de changer les choses, mais pas forcément dans le sens où il n'a pas été encore en grande difficulté. Le match contre l'Espagne, il fait match nul. Voilà, là il gagne le match contre l'Italie. Il n'y a pas eu, à part le Japon peut-être, il n'y a pas eu de grosses critiques adressées à Didier Deschamps. Donc, et de plus, Benzema, on dit il a pas pris Benzema, bon il est blessé donc voilà ça enlève ça. Il a pas pris Nasri, mais il est même pas titulaire avec Manchester City. Il a pas la confiance de Mancini du tout. Moi, je trouve que ces choix-là, qui semblent être des choix compliqués, ne le sont pas dans le contexte. Moi non plus. Moi, ne le sont pas maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, certes, Nasri c'est un titulaire indiscutable avec Manchester City. Je peux te dire, alors je sais pas. Après, on est de l'ordre de la supposition. Mais c'en est pas un actuellement. Mais j'aimerais voir Nasri titulaire indiscutable avec City. Et ne pas être pris avec l'équipe de France alors qu'elle fait des matchs moyens. Ce que je veux dire, c'est que Benzema n'est pas non plus dans ce registre-là un titulaire indiscutable au Real Madrid. Il fait un début de saison plutôt très moyen. Numéro 1. Et pourtant, Deschamps continuera de le prendre quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est pas la même chose aussi techniquement, je pense. Benzema, c'est pas le problème. Benzema est un peu plus comment dire, ambivalent. Il peut avoir plusieurs rôles alors que Nasri il se cantonne à un certain mode de jeu. Moi, je pense que c'est là la limite. La limite de Nasri. Rapidement n'est pas véritablement technique ni mental. Je pense que véritablement il faut un système pour lui. La limite de Nasri, c'est qu'il lui faut un système pour lui. Et je pense que on peut continuer à se centrer un petit peu sur le milieu de terrain de l'équipe de France en passant avec Valbuena, parce que Nasri c'était le numéro 10 le numéro 10 annoncé. On va faire un grand truc à partir de Valbuena. On va tourner autour de lui. Voilà, donc Valbuena, ce numéro 10 qu'on avait annoncé fièrement à Radio Rec depuis Score Plus depuis pas mal de temps. Ça marche. Il a mis un but magnifique à la 37e minute qu'il fallait mettre, puisque c'était juste après le but d'El Shaarawy, donc un but qui fait du bien au moral. Valbuena, Wally, je te propose de commencer. Comment as-tu trouvé sur ce match ? Écoute, je l'ai trouvé bon. Comment ne pas le trouver bon ? On avait dit qu'il était méritant, que compte tenu de son début de saison, il méritait, et même de la fin de saison de l'année dernière, puisque c'était quand même, je me souviens, dans la série de Marseille, le seul qui surnage, et même actuellement à Marseille, et Raphaël vous le confirmera, c'est quand même le seul qui tient l'équipe à bout droit. Tu sens que s'il n'y a pas Valbuena, c'est le naufrage, quoi. Et c'est vrai que bon voilà, il est méritant, il a fait ses preuves. Il y a une stat qui dit que comme quoi il a été 6 fois titulaire, l'équipe de France n'a jamais perdu. 8 fois. Voilà, tu fais bien de rectifier ça. Et voilà, je trouve que il a fait un bon match. Tu sens que c'était aussi le seul qui est capable, avec ses petits crochets, tu vois, son point d'appui quand même qui est assez bas, et ça c'est sa petite taille qui le fait. C'est le seul qui est capable vraiment de percuter et d'éliminer des joueurs. Mais non, mais en plus, autres que Menez. Pour moi, la grande différence justement entre Valbuena et Nasri, c'est que Valbuena va de l'avant, Valbuena percute, Valbuena tergiverse pas pendant 300 ans, provoque et apporte quelque chose. Et en plus, c'est aussi le mec qui peut mettre en valeur les joueurs avec qui il joue. Tu vois, il va te sublimer les attaquants avec qui il est.
Et en plus, comme l'a dit Walid, c'est vraiment, mais le but qu'il met, c'est quand même un but fort de signification, fort de sens, parce que ça m'étonne El pas. Shaarawy vient de marquer, et je veux dire, ce but-là, il remet complètement la France dans le bon sens, tu sais, dans le. Et il fait mal à l'Italie, dans le sens du rail, et il fait très mal à l'Italie. Et tu vois que Valbuena prend ses responsabilités, et c'est toujours ce mec-là qui tente justement. Il a le mérite de tenter, et à chaque fois on s'étonne, on dit Valbuena met des buts magiques, mais aussi c'est le seul qui va tenter un truc. Et il fait face à ses responsabilités. Et c'est d'autant plus remarquable pour lui que moi, je dois reconnaître qu'il y a 2-3 ans, on m'aurait dit Valbuena à un tel niveau, j'y aurais jamais cru. J'aurais dit, non. Pour moi, c'était un joueur qui avait, il allait franchir peut-être un petit cap, mais jamais à ce niveau-là. Et là, finalement, il répond, au-delà de la technique et au-delà du terrain, il prend ses responsabilités. Même si on sait que hors du terrain, ça sera, et c'est peut-être la limite quand même de Valbuena, et ça sera jamais un capitaine et ça sera jamais un meneur d'hommes. Et ça c'est clair, ça sera toujours le mec qui sera, même à Marseille, où actuellement c'est quand même le leader technique sur le terrain, on sait que ça sera jamais un leader de vestiaire. Attention, c'est pas ce que tu lui demandes à Valbuena. Je veux dire, il y a plein de mecs comme ça qui ont été des leaders techniques et qui sont pas forcément des bêtes de charisme dans le vestiaire. Ouais, mais là on aurait quand même bien besoin d'un leader technique et un leader de vestiaire, tu vois. Après, un joueur peut être un petit peu, on va dire, discret hors du terrain et dans les vestiaires savoir pousser des coups de gueule. Je doute que Valbuena sache faire ça. Non, mais tu peux pas tout lui demander. Moi, je prends un exemple. Tu imagines l'équipe de France au pied du mur. À 2-0, mené 2-0. Est-ce que tu te dis, voilà, Valbuena, lui tout seul, il va sonner la révolte? C'est pas à lui de sonner la révolte. C'est pour lui, ça, on a besoin d'un mec comme ça. Faut pas le demander à lui. Je veux dire, lui, il t'apporte déjà une stabilité technique, quelque chose au milieu de terrain, dans la percussion. Faut pas tout lui demander à Valbuena. Voilà, c'est pas son rôle. Exact. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus exagérer. Est-ce que tu vois Benzema ou Menez faire ça? Bah non, pas du tout. Menez, je le vois bien dans un coup d'éclat sur un truc inattendu. Il l'a déjà fait. Créer un truc, tu vas faire un exploit. Non, mais je te parle de pas pousser un coup de gueule, faire quelque chose. Ouais, non, Menez non plus, un c'est pas éclat, pour ça que Valbuena l'a fait contre l'Italie. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on a besoin de. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a été intéressant et ça a été le meilleur sur cette rencontre. C'est surtout qu'il a permis justement à une équipe donc en 4. C'est en 4-2-3, clairement, ce qu'a réalisé Deschamps. Ça permet, 4-2-3 qui est une formation relativement défensive, un bon numéro 10, ça permet de balancer sur les ailes et justement que le remiseur, on disait le rôle de Giroud, c'était de remiser de la tête, etc. Ça permet, en la mettant sur Valbuena, de calmer, d'orienter et d'aller vers l'avant, ce que Valbuena fait très bien. Et c'est ce qui a j'ai trouvé que annoncé le plus sur la conservation de balles, c'était quand même pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je me suis dit, certes les Italiens revenaient très rapidement, étaient super bien placés, mais au moins on a eu le mérite de conserver la balle. Ça, je parle même pas d'occasion, mais je te dis déjà, pouvoir conserver la balle face à une telle équipe, c'est déjà pas mal compte tenu de l'état de l'équipe de France il y a quelques mois. Tu vois ce que je veux dire. Après, le milieu de terrain, à part Verratti qui a fait une bonne première mi-temps, le milieu de terrain italien n'était pas éclatant, on n'a pas rayonné de toute sa splendeur. On peut rappeler un peu, il y avait Montolivo et Marchisio que... Je sais pas, moi je regarde depuis quelques temps, je le trouve pas bon, même à la Juve. Il est moins bon, clairement. On avait eu un débat il y a quelques temps, d'ailleurs si vous voulez réécouter les émissions de Sport Plus. C'était contre l'Inter déjà où j'avais trouvé qu'il avait fait un match très moyen. Il avait mangé un petit peu la feuille de match. C'était passable. Il était même concerné sur un but directement de l'Inter. Et ben là, je trouve qu'en ces derniers temps, Marchisio est pas génial. Et Marchisio, c'est quand même un joueur super important dans le cadre italien. Il manquait De Rossi aussi qui était quand même... alors je sais pas suspendu, mais disons sanctionné, par Prandelli compte tenu des problèmes qu'il a à la Roma où il a eu un mauvais geste le week-end dernier. Voilà, donc bon, après c'est pas la grosse équipe d'Italie, il faut être clair. Non, mais après si tu veux jouer là-dessus, je veux dire, non, on n'avait pas Benzema non plus. Les étrangers, les Italiens, crois-moi, quand ils regardent l'équipe de France et qu'ils voient qu'il n'y a pas Benzema, ils se disent quand même qu'il manque un des cadres de l'équipe de France. Ils le considèrent en tout cas à l'étranger comme un cadre de cette équipe. On est d'accord, mais bon, voilà. Après, devant parler un peu de l'Italie, il y a eu El Shaarawy qui fait une très grosse première mi-temps. Enfin, première minute jusqu'à son but. Je serais plus timoré moi que toi, je dirais. Moi, on l'a pas trop vu. Moi, je suis désolé de te le dire. Moi, je l'ai pas trop vu. On parle bien d'El Shaarawy. Je l'ai pas trop vu jusqu'à son but. Et c'est vrai on l'a vu sur cette action-là. Et c'est un peu comme au Milan AC. Je trouve qu'il a vraiment de très très bons. C'est un très grand espoir italien. Et voilà, c'est sûr que l'équipe Prandelli va se fixer sur ce joueur-là parce que il a un bel avenir.
Balotelli aussi a fait je trouve un bon début de match. Il a mis en souffrance par exemple Sakho qui n'a pas été bon, et on en parlera après la défense. J'ai bien compris, on va pas en parler tout de suite. Après de l'autre côté, t'avais qui? T'avais t'avais qui d'ailleurs de l'autre côté italien? Candreva, c'est ça? Oula, j'ai toujours Candreva, ouais, moi aussi j'ai un peu du mal. Il y a le joueur de la Lazio. Le joueur de la Lazio qui fait un bon début de saison avec la Lazio. Hein. Il est justement récompensé lors de ce match. Voilà, donc c'est un milieu de terrain, je crois, de mémoire 24-25 ans. C'est pas mal du tout, même si au début de match, côté droit italien a vraiment mis en souffrance le côté gauche français. Je pense véritablement la défense était effective un peu tout le match. Côté Barzagli-Clini, ça défendait bien, ça contenait bien en tout cas dans un premier temps. En même temps, c'est Giroud, c'est pas non plus. En même temps, super ils n'avaient pas une pression énorme sur les épaules. Voilà. Le problème en face, c'est ça. Le problème côté italien est devenu des latéraux. Le problème, Balzaretti a pas fait c'était pas génial du tout. Une fois que Menez est rentré, t'as senti que sur les côtés, ils ont pris voilà. Si Maggio pour moi a fait un match, il avait de l'envie mais il a raté pas mal de choses. J'ai vu des très bonnes critiques à son égard sur ce match. J'ai pas exactement compris parce que non, il a été en souffrance. Moi, je te dis, les latéraux italiens, je l'ai vu beaucoup courir, mais très moyen. Beaucoup se sont fait plus ou moins hypnotiser entre guillemets par ces montées offensives qui ont été plutôt très intéressantes. Mais c'est vrai qu'à la fin du match, je t'ai dit, une fois que tu avais des mecs comme Menez sur les côtés et que Valbuena a commencé à se déporter sur le côté, tu as senti que les latéraux ils perdaient vite la tête. Hein. Même d'ailleurs, sur le but de Valbuena, tu le vois très bien. D'ailleurs, pour finir sur Maggio, la principale qualité qu'on lui a donnée, c'était d'éteindre Ribéry. Moi, je pense plutôt que c'est la Maggio et Barzagli qui ont éteint Ribéry. Oui, ils étaient à deux tout le temps dessus parce que clairement. Et Ribéry a été cadenassé. Ribéry n'a pas fait un bon match. C'est ce qui a permis d'ouvrir l'espace, notamment sur le but de Valbuena. Et puis à partir du moment où Ribéry est sorti et c'est Menez qui a pris sa place, c'était quand même beaucoup mieux. On l'a bien vu sur le deuxième but où il fait un petit marqué râteau. par Gomis, juste j'aimerais bien le dire en Gomis, live. Ça me fait beaucoup rire parce que Gomis il a réagi un peu, tu vois, comme le mec qui a marqué, etc. Bon, il faudrait quand même il se calme un peu. Il a juste poussé le ballon. C'est vrai qu'il faut le pousser. Il est bien placé. Il la coupe. On peut jamais dire d'un attaquant que il l'a fait juste, sauf si à corner et qu'elle lui revient dans les pieds. On peut dire que quand même le gros du travail sur ce but-là, c'est Menez qui le fait en éliminant deux joueurs, en éliminant d'ailleurs Pirlo. Et Evra, c'est vrai qu'il a remis à Menez. Mais bon, oui, disons que l'allumette là-dessus, c'est Menez qui élimine Pirlo d'un râteau et je sais plus qui. C'est Maggio d'ailleurs, je me semble qu'il élimine. Donc voilà, c'était pas mal vers la fin. Menez a mis une petite pointe aussi. Alors j'ai trouvé hallucinant d'ailleurs cette remontée de balle. Il l'a déjà fait à Paris. 70 mètres, quand il fait un truc, tu dis bon, les mecs vont se replacer. Bah non, ils peuvent pas physiquement. Ils sont cuits quoi. D'où l'intérêt de faire rentrer Menez à 70 mètres. C'est ça. C'est ce que j'allais dire parce que certes, Ribéry n'a pas été bon. Peut-être que Ribéry n'a pas aussi été aidé à outrance par Evra, parce qu'Evra en première mi-temps il est très peu monté. Du coup forcément les deux défenseurs se retrouvent qu'avec un joueur sur le dos. Ribéry est cadenassé. Mais après c'est vrai que techniquement il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a voulu rentrer tête baissée dans cette défense à deux. Et puis une fois il est passé, je trouvais qu'il a pas fait un bon choix. Pour une fois je me souviens d'une action vers la 30e où il passe pour la première fois ce duo italien, et puis après derrière il fait n'importe quoi du moi ballon. C'est ce que je lui reprocherais globalement, c'est d'avoir foncé tête baissée dans ce duo là sans réfléchir à une façon d'y échapper. Mais ça a ouvert aussi l'espace pour Valbuena. Mais par contre Menez a fait une très bonne rentrée, mais c'est pas pour autant que Menez aligné d'entrée aurait fait un très bon match. Non, justement, rien à voir. Je voulais en venir, tu vois. Si vous avez remarqué à la fin du match, le 90e minute, donc Menez a joué 20 minutes, il est claqué. Tu regardes physiquement, tu le vois sur son visage, il est fatigué, etc. Bon, c'est un match de milieu de semaine, il a joué ce week-end, certes, mais il est claqué. Et tu vois, c'est le Menez ne sait pas gérer ses efforts, donc autant le mettre à 70e quand l'équipe en face est un peu cuite. Et puis quand tu rentres à 70e, t'as forcément, ton équipe est en place, t'as forcément moins de pression, tu vois. T'as envie de faire la différence. Tactiquement, je pense que t'as un peu plus de liberté et tu peux te permettre d'essayer plus de choses. Mais il a toujours dit complètement à Menez. Qu'il avait du mal sur les rentrées. Je me souviens d'une déclaration l'année dernière où il avait du mal à rentrer, en parlant de l'équipe de France. Quand il rentrait, il a toujours dit qu'il avait du mal à prendre le bon rythme.
Et peut-être que voilà, Deschamps a réussi, je sais pas, dans la préparation, à faire en sorte qu'il soit optimal tout de suite. Tu vois, c'est l'intérêt du remplaçant. Je serais Deschamps, j'insisterais sur l'ego de Ménès, parce que Ménès c'est un joueur qui aime bien jouer, enfin tous les joueurs aiment bien jouer, mais qui aime particulièrement avoir sa place de titulaire. Si tu le fais rentrer en remplaçant, il faut que tu lui dises, enfin il faut que dans sa tête le mec se dise je veux faire la différence moi. Oui, alors que pour lui c'est une punition, je pense. Ah mais ça peut être à double tranchant. C'est à double tranchant, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais là pour le coup, ça a presque marché. Après il a fait une bonne action, une deuxième aussi, mais il n'était pas non plus transcendant. J'ai pas vu oui, on est d'accord. Même si il offre je suis d'accord avec pénultième passe. On n'est pas du tout sûr que ça aurait été. Oui, là sur Ménez, on est tous d'accord, je pense. Parce qu'on n'est pas sûr. Moi-même, je suis pas sûr que ça aurait été la même chose s'il était là dès le début. Mais tu vois, c'est ça qui est. Je pense que c'est l'un des trucs qu'il faut retenir, en tout cas pour l'instant du mandat de Deschamps, c'est qu'on voit des cadres ressortir enfin de cette équipe, des mecs. On sait que pour le prochain match de l'équipe de France, ils seront alignés et ils répondront sûrement à nos attentes. Vas-y, quelques noms. Déjà, Matuidi et Valbuena, pour moi, c'est déjà deux mecs. Tu sais que tu vas les mettre sur la fiche de match. Ça fait 2. Non, mais après, on va s'attarder sur la défense. Je vais pas faire de. Une dernière question sur ce milieu de terrain, je vous propose, messieurs. J'ai vu Valbuena être très bon aussi, profiter des espaces qu'ont laissé Ribéry justement par cette prise à 2. Est-ce que les équipes adverses se laissent pas un petit peu, notamment les équipes comme l'Italie, sous-estiment Valbuena et donc ont tendance à priver à fermer. Je pense. D'ailleurs, Valbuena ne profite-t-il pas finalement d'un manque de réputation? Oui, clairement, oui et non, parce que je me souviens quand même qu'en Espagne, il y avait. Alors ça m'avait étonné. Je crois que c'est qui avait déclaré. Je me demande si c'est pas le coach espagnol qui avait déclaré que Valbuena était un mec sur lequel il fallait surveiller. Donc peut-être qu'il dit ça, tu vois, juste pour se donner bonne conscience et faire le mec issu du championnat de France, la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille. Après les entraîneurs, c'est pas non plus des pecnos, c'est des gens qui suivent le foot, qui voilà, est-ce que c'est le cas des joueurs? Voilà. Parce que tu vois, débarquer un mec qui fait 1m68, c'est ça? Pas tous. Clairement, tu vois Zlatan qui arrive en Ligue 1 qui dit en gros je connais personne. Thiago Silva, il a dit la même chose. Oui, non mais non, mais clairement ils le connaissent pas. Mais ce que je trouve intéressant dans le discours de Robin, c'est qu'effectivement Mathieu Valbuena a sans arrêt en faire 100 fois plus que les autres pour prouver qu'il a sa place. Je veux dire, un mec comme Ménez ou Ribéry aurait fait un quart de ce que fait Valbuena depuis 4 matchs en équipe de France, mais il y aurait des unes de l'équipe dans tous les sens pour ces mecs-là. Si Nasri aurait fait un quart de ce que Valbuena a fait, on l'aurait mis en place comme titulaire indiscutable, mais comme c'est Valbuena, il faut qu'il en fasse 10 fois plus. Il y a eu un délit de sale gueule pendant longtemps envers mais il a été responsable, je suis désolé de le dire, il a été quand même responsable en partie. T'es jamais responsable d'un délit de sale gueule. Oui, je suis désolé, je veux pas revenir sur certains points. Tu regardes même le week-end dernier, il a réussi, ça me fait plaisir pour lui, il a réussi à balayer ça. Mais quand même, pour ceux qui suivent un peu le football, Raphaël, je suis désolé, qu'il y a quelques faits qui rappellent quand même que voilà, les plongeons, les trucs comme ça, je voulais pas trop en parler, mais là... Tu m'obliges à le faire. Et il a encore fait le cirque. Je suis désolé, à un moment donné, il fait le blessé. Tu vois que le mec se tord de. D'accord, mais d'accord, c'est anecdotique. Mais ça en fait partie. C'est l'explication aussi pourquoi on attend plus que lui. Pourquoi ce joueur aussi un peu énervant. Quand tu vois que le mec, c'est comme s'il était amputé d'une jambe. Et systématiquement, je me fais avoir. Je me dis, il va sortir, c'est pas possible. Il y a un truc de fracturé. Et tu le vois recavaler. Tant mieux. Pas non plus. Des fois, il se fait vraiment découper. Après, c'est son jeu qui l'impose. Et puis, t'as le même phénomène avec Ménez. Donc, quelque part. Moi, j'aurais plus. Non, parce que Valbuena, t'as le même phénomène de. Valbuena, il jouit de ce truc qui fait que. Tout le monde sait à peu près que tout le monde lui colle à la peau cette étiquette du mec qui peut te créer l'exploit. C'est-à-dire que Ménez, tu vois, tout le monde sait qu'il peut te faire quelque chose et tout le monde reconnaît ses qualités techniques. Alors que Valbuena, pendant longtemps, on a eu beaucoup de mecs qui l'ont critiqué, qui ont dit que ce mec-là n'avait pas sa place. Mais il a progressé quand même. Bien sûr qu'il a progressé. Attends, mais il a dû en faire le même joueur qu'il y a 2 ans. plus que les autres. Mais tant mieux, ça lui profite, tant mieux pour lui. Lui, je pense qu'il est très content actuellement. Bah oui, tant mieux. Là, il commence à gagner sa place. Et c'était pareil avec Deschamps de toute façon. Quand il était à Marseille, au début, Deschamps ne lui faisait pas vraiment confiance. Et au fur et à mesure du temps, il a compris que c'était un mec indispensable. Et là, j'ai l'impresation qu'on a le même schéma en équipe de France. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France. Voilà. Je pense que ça va être l'un de nos futurs cadres techniques. Messieurs, avant de parler de la défense et de faire un tour d'Europe et de parler de Benzema, etc., je vous propose une petite pause. Écoutez, qu'est-ce que c'est encore moi le DJ? Mais c'est encore moi le DJ, mais c'est super. Je vous ai pris. Attention à ce que tu vas mettre, toi. Franchement, c'est du bon. Je pense, j'ai fait écouter un petit peu Raphaël. Gasoline, ça date d'il y a quelques années, Même moi, je valide. Une bonne dizaine, tu valides.
The Hardest, ça date de 2001. A Journey into Abstract Hip Hop, c'est donc de l'Abstract Hip Hop. À tout à l'heure. Le football, c'est dans Score Plus sur Radio Rec. Et rebonsoir après ce magnifique jingle. Ça fait un beau jingle. Question pour un juste champion. au prix, ouais, question pour un champion, Voilà. c'est pas mal. Allez, donc après ce magnifique jingle, nous reprenons le thème. Donc nous sommes sur l'équipe de France, nous sommes les débats sur l'équipe de France. On a fait le milieu de terrain, on a fait l'attaque, on a fait le match en lui-même. Il manque la défense, messieurs. On fait dans le désordre. Ouais. On fait dans le désordre, mais quelque part, oui, c'est nous, logique. on va vers l'avant. On est offensif. Nous, on n'est pas le TF. C'est nous. C'est pas exactement ouais, non, vrai. mais je pense que ton organisation d'émission est judicieuse. Et pour parler un peu de la défense, moi, j'aimerais faire en deux parties. J'ai organisé ça ma réflexion en deux parties. La défense centrale et les latéraux. C'est vrai que c'est assez compliqué si tu veux, de juger clairement la performance des défenseurs, dans le sens où, pour moi, le milieu de terrain était important dans la performance, si tu veux, il est très lié. Même sur le but italien, par exemple, on peut dire que ça vient d'une erreur, à mon avis, plus du milieu que de la défense, avec Sacco qui est obligé de s'avancer, si tu veux, je sais plus c'est qui fait la passe, c'est
c'est je crois Balotelli qui alerte. Non, c'est Montolivo. Montolivo, voilà, exactement. Qui met le truc sur et donc voilà, il y a un décalage, et et derrière, bon, c'est une action d'école, c'est super beau, c'est propre, c'est tout ce que tu veux. Ouais. Mais là, voilà, c'était plus une erreur du milieu. Après, défensivement, au niveau de la défense centrale, j'ai trouvé ça. C'est vrai qu'on a été mis très en souffrance et il y a eu beaucoup d'occasions. Les 30 premières minutes, j'ai trouvé que Sakho, en fait, la défense avait été très très fragile du fait de la fragilité de Sakho, voilà. lui-même. Surtout à la relance, plus sur la relance que sur. Ça n'a jamais été son point fort. Hein. C'est vrai, et plus sur la relance que sur ses interventions défsives. C'est d'ailleurs de toute façon, la relance, c'est ce qu'Ancelotti lui reproche depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Quand il y a Thiago Silva à côté, en même temps, tu dis, voilà, pas très bon. Tu fais une petite passe à Thiago Silva et puis ça y est, le mec te fait une transversale de 40 mètres. Voilà, donc c'est vrai qu'il nous a mis en danger 2-3 fois sur des relances un peu hasardeuses, il faut le dire. Et puis petit à petit, il a pris, on a retrouvé, si tu veux, le Sakho qui a pris la confiance. Ouais. C'est ça. Et il a séché 2-3 fois Balotelli. C'était d'ailleurs assez drôle. Et Balotelli, à partir du moment où il a été séché, il a changé. C'est marrant, il a changé de côté. Et il a dit bon, mais maintenant ce mec il me saoule, je vais aller voir de l'autre côté. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, il a pris si tu veux, le contrôle. Et c'était assez solide. Sur les ballons aériens, il a détourné 2-3 ballons chauds. C'est son point fort. Hein, voilà. Koscielny aussi a fait. C'était pas mal aussi, même si. Koscielny, on le sent plus expérimenté, tu vois, c'est plus le gars d'expérience. Il joue à Arsenal en même temps. Ouais, mais bon. Il a l'habitude d'avoir la pression sur les épaules. Arsenal, ça se passe pas super bien. T'es bien placé pour le savoir ces derniers temps au niveau de la défense. C'est un peu, il faut le dire, catastrophique. Voilà, Koscielny, c'est le mec un peu d'expérience. Quand il a un ballon chaud comme Sakho en aurait, lui il balance, tu vois, il va pas essayer de faire une relance pour bien remonter le ballon. Si tu veux, moi ce que je trouve sympathique dans cette défense et dans les choix de Didier Deschamps, c'est que cette défense elle a de l'avenir. C'est qu'au lieu de nous ressortir des vieux briscards qui sont de toute façon voués qui sont en fin de carrière comme Mexès et Adil Rami, il nous met des jeunes qui peuvent aller jusqu'à 2014 et 2016. C'est une défense centrale qu'il est en train, je pense, d'installer sur la durée. Faut savoir que c'était que leur 3e match ensemble. Donc Robin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on voit encore qu'il y a 2-3 problèmes d'automatisme. Voilà. Mais c'est normal. Je veux dire, ce qui m'a marqué en fait, c'est pas tellement la prestation de Koscielny, de Sakho. Koscielny qui est un peu plus discret, ce qui est un bon point pour un défenseur. En tout cas, ce n'est pas un mauvais. Oui, oui. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est leur manque de complémentarité, notamment au niveau du placement. C'est-à-dire que généralement, quand ça arrivait sur le côté, notamment par l'intermédiaire de Candreva ou de même Del Shaarawy, ils se connaissent pas tellement, et ça se voit parce que sur la barre transversale de Balotelli, la deuxième, oui, je sais plus c'est qui l'a mis, mais effectivement, il y a un gros problème de placement dans le sens où tu as Sakho et Koscielny qui sont exactement sur la même ligne. Mais même sur celle de Balotelli, tu vois que tu as 2 mecs sur le même joueur, et du coup quand il met la balle en retrait, t'as personne qui prend. La consigne numéro 1 de Deschamps, c'est rester aligné, et ça s'est senti. Ils étaient bien alignés, ça c'est sûr, mais alors que quand il y avait des remontées d'El Shaarawy, je veux dire, ça limite on peut pas trop leur reprocher, comme je t'ai dit, c'est leur 3e match ensemble. Voilà, ça se met sur le long terme. Raphaël va peut-être me répondre à ma petite question, puisque tu te souviens que on a parlé évidemment de cette défense centrale, mais juste avant il y avait Mbiwa avant sa suspension de 5 matchs ferme pour un coup de coude stupide et un début de saison compliqué pour lui. On disait aussi, ça peut être une charnière d'avenir. Ça peut. On concédait pas trop d'occasions. Moi, j'aimerais savoir une question sur Koscielny. Est-ce que le mec se blesse pas trop ? Est-ce que ça va pas être compliqué, si tu veux, de construire quelque chose de stable et avoir des automatismes avec Sakho ? Puisque moi, il me semble que Sakho, là, il est clairement introduit comme le mec qui sera toujours là, tu vois. Il a joué toutes les minutes de tous les matchs avec Deschamps. Donc pour moi, c'est un signe clair que le mec sera là, quoi. C'est un titulaire dans les Deschamps. En puissance. Potentiellement, mais après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je veux dire, si à la fin de la saison, du Paris Saint-Germain, si au Paris Saint-Germain, il a toujours pas une place de titulaire indiscutable et qui va falloir qu'il parte, tu vois, ça dépendra de beaucoup de choses, des choix de carrière. Mais moi, je vois que Deschamps fait le pari, si tu veux, que Paris va grandir. Et que lui aussi, en même temps, tu vois, c'est un pari d'avenir. C'est plutôt malin de sa part en se disant, bon, écoute, avec des mecs comme Thiago Silva à côté, il va forcément apprendre.
Et même s'il y a une alternance avec Alex, bah, ça sera toujours mieux, si tu veux, qu'un mec de Ligue 1 moyen, quoi. De toute façon, j'ai soulevé le problème du placement et donc de la complémentarité entre ces deux défenseurs, mais comprenez-moi bien, il a pris les deux meilleurs défenseurs français techniquement à leur poste actuellement. Techniquement, je sais pas pour Sako. Non, mais enfin, je veux dire, niveau de la technique, là j'entends la technique dans le sens global. Complémentaire, en tout cas, les deux paraissent complémentaires. Bah, les deux paraissent. Après, j'en suis pas. Je suis pas certain non plus, mais en tout cas. Parce que, pour moi, c'est bien parce que t'as un profil de relanceur. On aime bien ces termes complémentarité. Bah, écoute, moi je la vois, t'as des trucs tout bêtes, mais t'as un gaucher, un droitier. T'as un mec comme Sako qui peut aller au duel, qui est plutôt penché sur le 1 contre 1, tu vois, comme on l'a vu avec Balotelli, il a pas hésité. Et Koscielny aussi, qui a un peu son côté kamikaze aérien. Et je trouve qu'entre les deux, au fur et à mesure, au fil du temps, il peut se mettre en place quelque chose. Ça se ressent pas un peu comme profil, je sais pas, moi, s'il y a tellement trop de complémentarité entre les deux. Et seul le temps pourra répondre à cette question. Hein. Mais le truc, c'est qu'après, même individuellement, on a, Rami Mexes, je pense qu'ils sont bannis à vie. Mais je crois qu'on se rend pas compte. Tu vas pas mettre Sylvain Distin. On se rend pas compte. Là, on devrait jubiler. Je veux dire, on a Koscielny et Sako en défense centrale. Voilà, c'est ça. On a plus Mexes et Rami, mais c'est ça. Je suis encore content, une fois, moi, ravi. Ces histoires-là, ils me font marrer parce que après le mondial. 2010, on réclamait tous à corps et âme Philippe Mexes. On voit qu'au Milan AC, le mec est complètement dépassé par les événements. Mais quand je te dis dépassé, c'est vraiment catastrophique. Quand il se fait voler la balle dans les pieds, j'ai encore revu les derniers matchs du Milan AC. Je crois que c'est en Ligue des Champions contre Malaya. C'était catastrophique. C'était vraiment quand ridicule. Je te dis catastrophique, ridicule, c'est que le mec a atteint vraiment le point de, je crois, de non-retour et il va certainement dégager dans peu de temps du Milan AC parce que c'est vraiment très mauvais. Donc il faut se méfier, mais c'est vrai que Raphaël a raison, le fait que ces deux joueurs soient jeunes, plutôt jeunes, ça c'est excusable. C'est-à-dire que même s'il y a des petites erreurs, au moins ça ne peut que progresser. On peut se projeter, tu vois. À l'heure actuelle, l'équipe de France, c'est 2014 et 2016. Hein. C'est Laurent en France, c'est plein de choses comme ça. Clairement. On va voir au court terme. Je pense qu'on a fait le tour sur les centraux. On va faire un petit peu les latéraux. Un point sur les latéraux. Parce que là, c'est pas du tout la même chose. Et là, je vous propose de commencer avec un sujet délicat et sensible, à savoir Debuchy. Ouais, bah écoute, c'est insuffisant. C'est tout ce que je veux te dire. On nous a vendu un mec. Encore une fois, si le mec était si bon que ça, je suis désolé de le dire, mais au moins il porterait son équipe. On voit les difficultés de Lille, c'est tout bête, hein. Mais à Lille, je le vois pas transcendant. En même temps, tu peux pas demander au latéral droit de porter son équipe. D'accord, mais au moins il pourrait relever quelque chose, quoi. Ce que je veux dire, c'est que dans le collectif lillois, je le sens pas au-dessus, le mec. J'ai regardé des matchs de Lille, je le vois à peu près au même niveau. Si le mec était si bon que ça dans une équipe qui a des difficultés, il surnagerait, tu vois. Je te dis pas de la porter à bout de bras, mais là, j'ai vu. Et je vois pas de. Et on a un énorme problème dans ce poste de latéral droit. On peut pas encenser un mec il y a 3 mois et le fusiller maintenant. Non, moi je l'ai jamais encensé d'une part. À ce poste de latéral droit, on a personne qui s'impose. Il faut le dire. On a personne. Sagna, il a eu une blessure, mais il sortait d'une grosse saison. Moi je pense véritablement. En plus, il a haussé son niveau de sens. Donc on revient sur le débat qu'on a eu au début. Mais en équipe de France, ça a jamais été transcendant non plus. Voilà. Sagna, c'est bien. C'est bien. On revient au débat qu'on a eu. Voilà. Tu donnes la chance à personne. Donc on a personne. Je te dis pas que Sagna aura pas sa place. Je te dis que Debuchy, autant que Sagna, peut prétendre à un poste de titulaire. Et ben voilà, donc on revient au débat, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc on va ressasser Sagna, exactement ce que je te disais. Et dès qu'on aura un problème, un but, tu vois, une erreur de Debuchy, on va dire ben voilà, il fallait sortir Sagna. Mais idem avec donc c'est pour ça que j'ai envie de voir le Deschamps maintenir ses choix. Et moi je te dis qu'on a un gros problème de latéraux, on a un problème énorme de latéral droit puisqu'on a personne Benoît de qualité. Tremoulinas. Ouais. Voilà, je pense. Non mais c'est pas possible. C'est une blague. C'est pas possible. Oui. Il est gentil, hein, il a l'air sympa. Je filerai mes clés, mais. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux c'est le genre de mec à flamber 2-3 matchs et te dire putain il est bon et puis après 2-3 matchs encore te plomber. Enfin bref, j'ai même pas envie de parler de Tremoulinas. C'est pas des solutions mais viables. Non, mais de toute façon, Tremoulinas il l'a pris parce que c'était au dernier moment. Voilà, parce qu'il y avait Jallet qui était blessé. Mais même Jallet, c'est une blague en équipe de France. Encore une fois, Jallet en équipe de France. C'est pour ça que je dis que Sagna peut être à long terme une bonne solution. Encore une fois, est-ce qu'on part dans l'état d'esprit de maintenir un groupe et de pas bouger oui, mais Sagna, on a été exclu du groupe par blessure, c'est pas par mauvaise. Et alors dans ce cas-là, Diaby aussi c'est la même chose. Tu peux dire aussi c'est exclu par blessure et tu peux continuer les débats sans cesse comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il y a un peu plus d'urgence à réintégrer un bon latéral droit qu'un bon milieu. Je suis d'accord en soi.
Mais encore une fois, comme le dit Raphaël, moi, Sagna en équipe de France, c'est pas, ça sera peut-être certainement meilleur que Debuchy, mais c'est pas, et encore c'est que pas génial. Sagna, j'en ai vu des matchs, j'en ai coltiné des centres en tribune au oui, troisième mais maintenant, poteau, là, j'en ai vu, cette saison. Bah cette saison on peut pas trop Ça juger, va. il est pas Il a fait 3-4 matchs qu'il a montré, c'était pas mal, Moi, ce que j'ai vu surtout, c'était et peut-être qu'il y aura une complémentarité là entre Koscielny et Sagna pour le coup. Ça peut être c'est une complémentarité claire. Ah, Walid qui soulève un bon point, ça j'aime bien. Là, il est au taquet. Il est pas toujours pessimiste. Non, il y a des fois où il a des éclairs de comme ça, de génie. De génie. Merci, ça veut dire que le reste du temps je raconte des conneries. Bah oui. Ça fait plaisir. Il y a pas de souci. Côté gauche, on a Patrice Evra qui a fait un bon match et je vais te le démontrer, Walid, puisqu'on avait parlé un petit peu juste avant et tu me disais que non. Alors en quoi Patrice Evra a fait un bon match? Il n'a pas fait un mauvais match, ce qui est déjà un progrès pour Patrice Evra. Certes, mais moi ce que je te dis c'est qu'il a fait un bon match. Pourquoi? Défensivement il a été présent, j'ai pas vu tellement Candreva faire trop le malin côté droit, j'ai pas vu de grosses erreurs de placement pour un latéral, c'est relativement appréciable. On sait qu'il s'entend relativement bien avec Ribéry dans l'aspect offensif, c'est d'ailleurs lui qui met la frappe, c'est la fameuse frappe Evra, la frappe écrasée à l'entrée de la surface qui va un peu dehors, tu vois, qui longe le second poteau. Bon bah là il y avait Baffetti. Il a les droits de toute façon sur cette frappe. Oui, non mais je crois qu'il a signé. Oui, bien sûr. Voilà, et j'ai vu des critiques qui disaient oui mais que les qualités de centre sont pas terribles. Moi j'ai surtout vu des centres qui étaient bons et que Giroud n'a pas exploité du tout. Enfin Giroud il était au milieu de 3 Italiens, certes, c'est pas simple non plus. Certes, c'est pas simple non plus, mais là je te dis pas par rapport à Giroud, je te dis par rapport à Evra, il a fait des bonnes montées et des bons centres. Mais Evra de toute façon depuis le retour de Deschamps on n'a pas grand chose concrètement à lui reprocher. Il semble mieux, d'ailleurs il l'a dit, il a fait une sortie médiatique cette semaine, il a dit que depuis le retour de Deschamps il était beaucoup mieux dans sa peau. Ils sont potes tous les deux. Ça fait depuis Monaco, depuis l'époque de Monaco. Voilà. Deschamps, c'est quand même celui qui a lancé Evra dans le grand bain. Ouais. Mais je vais te dire, ça me surprendrait même pas qu'il lui donne le brassard de capitaine. Tu verras. Bah moi si, parce qu'il a quand même, il nous a encore gratifié d'une sortie médiatique complètement scandaleuse, stupide. Enfin pas scandaleuse, il faut arrêter avec les termes scandaleuse dans la stupidité. Je veux dire, le mec avec le CV qu'il a, il continue quoi. Voilà, il en a pas assez pris dans la gueule et trop, il ordonne. Voilà. Mais c'est vrai que à United, peut-être que Robin tu le confirmeras, mais ces derniers temps, je pense que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Il a mis un but, il me semble, il y a pas si longtemps, un but de la tête. Ça tête. doit pas être pire que le début de saison. De la tête contre Arsenal. Contre Arsenal, tout à fait. On en avait parlé il y a 2 semaines. De la tête contre Arsenal. Patrice Evra. Non, mais c'est juste bon, pour le dire. Excuse-moi. C'est bon. Voilà. En antenne si tu veux, mais. Non, mais c'est quand même un événement qu'on soit en tant qu'observateur. Voilà. Bon voilà, donc après est-ce qu'il va pas retomber dans ses travers? Est-ce qu'on prépare l'Euro 2016, le Mondial 2014 avec Patrice Evra? Voilà des questions qui sont intéressantes. Enfin après tu peux pas non plus composer ton équipe avec que des jeunes de 20 ans qui seront potentiellement titulaires. Et puis qui d'autre à ce poste aussi voilà. C'est vrai que ça, oui c'est surtout ça parce que Trémoulinas, Jérémy Mathieu, on va pas en parler. Jérémy Mathieu, l'Arlésienne, Jérémy Mathieu. La hype Jérémy Mathieu elle est un peu redescendue, j'ai l'impression depuis pas mal de temps. À Valence c'est un peu plus compliqué pour lui. Il vieillit. Gaël Clichy à City c'est pas non plus. C'est pareil, on nous l'a revendu le mec. Moi je vous l'avais dit. Je dis Gaël Clichy c'est pas non plus exceptionnel. Et on retombe encore une fois sur un débat que je ressors tout le temps et sur l'histoire des latéraux, mais même côté italien, quelles sont les équipes qui ont 2 bons latéraux? Un bon latéral, c'est très dur. 2 bons latéraux. Angleterre. Quelles équipes nationales? Johnson Cole. Et Cole, ouais. Ça me semble. Ça fait quelques années. En Espagne aussi, mais c'est bon. C'est pas mal, mais en général, t'as un bon. Même en Allemagne, t'as Lahm. Après, c'est plus compliqué. T'as un bon type, mais avoir les 2 bons latéraux, c'est très très dur. T'avais Lucas Bender qui pouvait jouer à ce poste en Allemagne. Si tu tiens à en parler. Ouais. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pour parler un peu du match Allemagne-Pays-Bas. D'ailleurs c'était pas du tout terrible, c'était vraiment un mauvais match. C'était des 0-0, je veux dire vraiment nul. On peut jamais c'est le match du mois de novembre. On peut jamais trop tirer d'enseignement d'un match au mois de novembre. des matchs amicaux d'ailleurs, comme ça. Mais là c'était intéressant dans le sens une réflexion générale, mais c'est super mal placé comme match. On l'a dit tout à l'heure. Dans une période où tu te blesses, où les joueurs ont besoin de repos et d'oseille.
C'est de Ouais, l'argent. voilà, c'est pour de l'Espagne l'argent. a pris un gros Mais c'est cachet en stupide, allant jouer au quoi. Panama. C'est complètement idiot de placer un match comme celui-là. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un tour. Je sais pas ce que t'en penses, Robin. C'est toi qui. Non, j'en veux c'était- plus. T'en veux plus? J'en veux plus. Giroud, on en a parlé. Et Hugo Lloris à Hugo Lloris. Tottenham. Hugo Lloris à Tottenham. Je sais pas. Non, Giroud, je sais pas parce qu'on a parlé défense, milieu. Bon bah. Voilà, on va se lancer dans la polémique, la vraie là. Bande touche. Bah, touche. la polémique, Mais si tu Nasri, veux, je suis désolé, mais c'est terrible de dire ça, mais avec ou sans lui, qu'est-ce que ça change? Voilà, et donc, c'est tu beau. parles de qui là? C'est beau comme Je parle de Giroud. Je suis désolé, mais tu te dis, tu mets n'importe qui d'autre. Moi, quand il y a eu Gomis qui est rentré, j'ai pas vu de, j'ai pas. Est-ce que tu? Ah, l'équipe de Giroud, France- d'accord. Oui, je parlais de Ouais, Giroud. Oui, non, bah, il a. Ah, mais je t'ai dit, dans ce système-là, tu peux mettre quasiment n'importe qui. Bien sûr. N'importe qui, ça change Et pas c'est grand-chose. c'est ce qui permet à Valbuena de s'imposer à la place de Nasri, et c'est la thème un petit peu de la prochaine question, de la problématique qu'on a vue, parce que tu nous dis on a parlé de tout le monde, on a fait la défense, l'attaque, le milieu de terrain, le gardien Et les absents alors. et les absents. Et bah justement les absents, si on n'en parle pas, il y a bien un petit problème, et au lieu de passer la question, on s'est dit on va un peu approfondir. Est-ce que Benzema a manqué? Est-ce que Benzema a manqué? Et Benzema qu'on disait ouais c'est immanquable, c'est la solution, c'est le mec qui est indéboutonnable en équipe de France. Est-ce que finalement dans un match parce que là on peut pas dire ah ouais mais c'était le Paraguay, c'était la Serbie, on sait pas trop. Là c'était l'Italie, c'était une équipe B d'Italie, mais quand même, enfin une équipe B Une avec équipe A prime, Chiellini, on va dire. ouais mais voilà à prime. Ouais. Est-ce qu'il manque vraiment? Et Est-ce pour qu'ils cette sont- réflexion-là, est-ce pour que- répondre à cette question, il faut prendre les deux matchs. Il faut prendre le match Italie-France, il faut prendre le match Espagne-France. Bah, pour pouvoir faisons un répondre. comparatif, messieurs. Je vous propose c'est ça le d'axer truc. J'ai là-dessus. pas trouvé tellement de différence au jeu contre l'Espagne ou contre l'Italie. C'est bien encore une fois la preuve de ce qu'on disait, c'est que je pense que tu mets n'importe qui, ça change pas grand-chose. Et on pointait du doigt, on disait Benzema des zones, etc. En disant c'est Mais oui, catastrophique, mais si, etc. justement, ça peut Mais pour changer. moi, ça ne Ça change peut changer dans le négatif, dans le sens où Ça Benzema ne peut change dérégler le système. parce de que Deschamps. Benzema qui décroche, en réalité, c'est pas un problème. Un joueur, un Bah, attaquant. ça l'a été pendant longtemps. Un quand attaquant même. qui décroche, c'est pas un problème. Bah si, si bah derrière, si. t'as les milieux qui se projettent Mais devant. oui, mais quand t'as 3 milieux défensifs, tu vas pas demander à Matuidi de se mettre aux avant-postes. Non, mais normalement, tu dois demander à Ribéry, mais il ne sait pas le faire, de prendre la profondeur. Et encore une fois, le seul mec qui sait prendre la profondeur dans cette équipe-là, c'est Jérémy Non, Ménez. non, mais ce qu'il faut qu'on ne surtout, peut pas mettre ce qu'il titulaire. faut surtout demander, c'est à Benzema de rester devant et de s'adapter au jeu de l'équipe de France. Voilà, c'est vrai qu'il faut. Moi, ce que il j'ai faut vu dire c'est ça. de Benzema, c'est qu'il se crée d'occasions que Giroud ou encore, Gomis. et encore. Non, il Si, ça, Il c'est frappe, vrai. parce Ça, qu'il c'est frappe vrai. de 25 mètres. il s'en crée plus Il s'en comme crée ça, plus, mais par ouais. contre, finalement, au bout d'un Il en moment, met pas le, plus. le ratio, il en met pas plus. Il en met pas Parce plus. que Gomis, on dit oui, mais il a mis le pied, mais il a mis le pied là où il fallait. Quand il fallait, il était placé. Il a pas fait d'autres choses dans le match, mais mine de rien, il fait le taf, il le met son but. Donc, est-ce Oui, parce que, que j'ai est-ce que vu, Benzema a trop proposé? Justement, ce serait pas le problème De d'efficacité toute dont on a façon, parlé contre Benzema, l'Espagne. comme on l'a vu à l'Euro, moi je vais le dire, hein, j'ai pas honte de ça. Pour moi, il sert à rien. T'as pas honte de ça? Il ne sert à rien. Je veux dire, Benzema à l'Euro, il a complètement. C'est taquin. Ouais. Il a complètement déréglé le jeu de l'équipe de France. Il se procure pas d'occasion et du coup, ça dérègle tout le groupe. Et on sait que chez Deschamps, c'est la solidité qui Ah oui, prime. c'est oui, oui. Et donc, quand tu dérègles ça, bah t'as plus rien. Parce que si tu vas pas t'appuyer sur une aisance Donc- technique dans cette équipe-là Donc, pour. la conclusion, messieurs, de tout ça, ça veut dire qu'au prochain match, Benzema est de retour, Benzema est sur le banc. Non, ça veut dire qu'il faut que Deschamps, Ah. faut que Deschamps fasse en sorte que Benzema s'adapte au jeu de l'équipe Donc de on France. compte toujours sur Karim Mais Benzema. de toute façon, tu vas pas Oui. reléguer Benzema. C'est clairement, tu peux pas, sinon le mec va au suicide médiatique, je crois, en mettant Benzema sur le banc. Et c'est vrai que c'est triste à dire, mais on a un Mais problème le aussi fait est d'attaquant, que, on a pas je veux dire que d'attaquant sur ce match valable. contre l'Italie, Benzema n'a pas manqué. Benzema n'a toujours pas fait des Il a des pas faits sorti marquants. le Il n'a pas match. sorti le match en équipe de Voilà. France. Il a rien à son un actif pour truc l'instant chez les référence, Bleus. quoi. Il n'a pas un truc Pas un référence. match officiel en tout cas. Bah moi en tout cas j'ai rien de Benzema concrètement qui me revient à l'esprit. Je veux dire d'accord, il a peut-être marqué contre la Zambie en Ouais, voilà, 2007, c'est mais ça. on s'en Les, fout. les- c'est les ça. éliminatoires, c'est le moment ou jamais pour lui de sortir un truc, de faire un match, si possible. Bah, l'Euro ça pouvait être son moment aussi. hein. Ouais, Je veux dire, il l'a en a pas eu des- fait. Bah Bon, oui, bah, voilà. ça repousse l'échéance, évidemment. Et là, c'est le moment pour lui, si Je veux possible. dire, je pense qu'il Moi, je dis ça comme ça, mais un petit France-Espagne, s'il peut nous mettre un ou deux buts, tu vois, il jouit d'une ça peut être pas mal. Il jouit d'une auréole au-dessus parce qu'il joue au Real, parce qu'on a l'impression que c'est un mec un peu technique et tout, mais ça fait pas tout. Je veux dire, l'intelligence de jeu, ça compte beaucoup, et le fait de Bah. pouvoir se mêler à une équipe, ça compte aussi. Dis pas non plus que Benzema n'a pas d'intelligence de Je jeu. te dis pas ça, mais je te dis, bah, quand Mais il dézone à l'Euro, voilà, je suis désolé. c'est ça, c'est qu'il a du mal à s'adapter ça à fait partie au de jeu l'intelligence, de hein, l'équipe de France, mais pas à celui du Real. Ce que je veux dire, c'est que c'est un problème d'équipe de France. C'est pas C'est à lui de faut s'adapter. pas tout on va pas remettre en- s'adapter au jeu de. Je veux dire, le système il est en place, on va pas tout faire. Non, non, pas du tout, mais c'est à lui de s'adapter. Mais
Après, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus tout dire, tout accabler Benzema en disant mais c'est un incapable. Et puis moi, ça me fait peur aussi Benzema. Je sais pas, mais je trouve que Ribéry joue pas de la même façon avec Benzema que sans. Et j'aime pas la relation Ribéry-Benzema. Est-ce que vous avez déjà trouvé qu'elle a apporté quelque chose ? Moi, j'ai jamais trouvé ça très complémentaire. Peut-être qu'au fond du but ça marche, mais pourtant ils sont potes en dehors du terrain, donc tu peux pas dire que c'est. On a vu peut-être 1 ou 2 éclats une fois de temps en temps. Mais moi, j'ai jamais trouvé que c'était. T'as l'impression que Ribéry s'entête tout le temps à jouer avec lui. Les deux, ils se marchent sur les pieds. Et oui, on a vu. Il y a eu 2-3 fois. Tu te souviens de l'amicale avant l'Euro, je sais plus, contre l'Islande, il me semble, où il y a un truc et un contrôle poitrine, etc. Mais c'est trop peu. Oui, voilà. C'est ça. En plus, c'était hors jeu. Trop peu. Voilà, donc c'est vraiment pas suffisant à ce niveau-là. Voilà. Bien sûr. Voilà pour l'attaque. Oui. Et puis Gomis, non. Gomis. Oui, non, c'est vrai que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, non. Non, c'est pas sérieux. Après, voilà, mais bon, il est trop limité de toute manière. Oui, ouais. Ensuite, Nasri, parce qu'on en a parlé un petit peu. Les bannis, Nasri Ben Arfa. Nasri Ben Arfa, et j'ai envie de te dire Cabaye. Oui, c'est vrai que t'as vu qu'on a oublié Cabaye. Voilà, Cabaye, c'est des pépins, de la fatigue, des pépins physiques. Non, mais la question n'est pas pourquoi ils ne sont pas là. La question est pourquoi on n'a pas tellement remarqué qu'il n'était pas là. Cabaye, j'ai l'impression que tout le monde a oublié qu'il ne jouait pas. Ouais. Et alors, parce que dans ce système-là, de toute façon, tu fais pas le jeu. Donc à partir du moment où tu as des mecs qui font leur taf, ça se fond dans le groupe. L'important chez Deschamps, c'est le groupe, c'est la solidité, solidarité. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu de Deschamps. C'est ce que j'aimerais, c'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est pour ça que je te dis ça. Je veux dire, Cabaye aurait été là, il aurait joué à la place de Sissoko, je pense. Finalement, il y a voilà. pas trop de doute là-dessus. Ouais, mais est-ce que, t'aurais pas plus vu Ben Arfa dans ce rôle d'ailier un petit peu? Mais on a déjà vu un match, je crois, Matuidi avec. Pas dans le système de Deschamps. Deschamps veut défendre. Deschamps veut pas que c'est la latéraux. J'ai une petite question. On a déjà vu, il me semble, Matuidi Cabaye. C'était contre l'Espagne, non? Je sais plus. Il y a un match où on a vu ça. Et Cabaye, il me semble bien qu'on avait dit que Cabaye avait été un cran en dessous. Exactement. Donc ça arrive après. Oui, voilà, ça arrive. Mais le problème aussi en équipe nationale, c'est que comme t'as pas des matchs toutes les semaines, tu te fixes, tu vois, sur les bien sûr, mais je veux dire, à l'Euro, ça a été l'un des seuls qui est sorti la tête de l'eau. C'est vrai. Donc encore une fois, on ressort le débat. Après, ce que je veux dire, c'est que tu as bougé ton équipe, ton bloc qui est bien en place. Ben Arfa, il reviendra pas. Tu me dis exilé, mais en fait, le truc, Robin, c'est que Ben Arfa et Nasri, on pourrait se poser des questions et mettre en place une polémique si ils étaient bons dans leurs clubs respectifs. Ouais. Sauf que Ben Arfa, le dernier match que j'ai vu de lui, c'était à Anfield Road contre Liverpool. Il a été bon, mais il n'a pas été brillant. Il a mangé un petit peu. Sur une passe D, il a été bon 30 minutes, quoi. Je veux dire, un match, c'est du Ben Arfa en puissance. Ouais. Mais c'est pas 30 minutes en continu. C'est-à-dire que Ben Arfa, c'est du 30 minutes mis bout à bout, avec des erreurs. Il passe une fois, 2 fois, il en fait trop. Nasri, tu l'as dit, Mancini lui fait pas confiance. Oui, ça, oui. Non, mais de toute façon, Deschamps, Ben Arfa, jamais de la vie. On sait qu'ils sont totalement. Il y a un côté humain aussi chez Didier Deschamps. Ils sont totalement brouillés, quoi. Ça, je t'assure que Deschamps ne mettra jamais, il rappellera jamais Ben Arfa. Ça, c'est une certitude. Quant à Nasri, il me semble, et là je vais te poser la question, tu es peut-être plus au courant que moi, que c'était pas non plus pas la grande idylle, même si c'est quand même moins compliqué qu'avec Ben Arfa qu'à l'époque avec Ben Arfa. Donc à voir. Moi, j'ai la conviction qu'il rappellera à un moment donné, il rappellera Nasri. Je le vois à un moment donné, on aura des blessés. Seulement s'il est extrêmement bon. Et ouais, il va falloir. Et s'il a et si on a des blessés ou si on a un problème au milieu de terrain, il le rappellera à un moment donné. Manchester City a fait des belles recrues au milieu de terrain. Je vois mal comment Nasri pourrait. Il y a le retour de David Silva. Il aurait peut-être pu profiter de ça, même pas. Il va faire comment? Il va jouer des bouts de match en coupe, il va mettre un but, les gens vont dire on va voir sur l'équipe dimanche, Nasri qui a mis un but pendant la coupe, machin, ce sera sûrement un très beau but. Mais Ben Arfa est rentré en équipe de France comme ça aussi. T'as vu il avait fait une bonne quinzaine de matchs à une époque où Newcastle était assez bon. On peut pas dire Ben Arfa, c'est le deuxième Arfa joueur le plus utilisé par l'entraîneur de Newcastle derrière Gutiérrez. Après l'énorme Gutiérrez. C'est la première fois de sa carrière d'ailleurs qu'il enchaîne 20 titularisations d'affilée, 21 en comptant celui de Liverpool. Voilà. Donc derrière il y a des faits, il s'installe, il est en train de faire quelque chose de pas trop mal avec Newcastle. Mais c'est pas suffisant. Il a pas de la chance, il a Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Et ça, c'est rédhibitoire pour lui. Quand je regarde le profil de mecs comme Nasri par exemple, je me demande finalement qu'est-ce qu'il apporterait à l'équipe de France, ce mec-là. Non, rien.
Rien. Dans le sens où, pour le coup, il serait complètement incapable. Ce que Benzema pourrait faire, se fondre dans le collectif, Nasri en est complètement incapable. Bah oui, parce que comme tu l'as dit, son jeu c'est toujours le même. Voilà. Parce que quand il a été bon c'était Arsenal, et qu'est-ce que faisait Wenger? Il jouait par rapport à lui. Il jouait très très. Non mais si, il jouait très très haut dans une phase de conservation de balle. Tout à fait. Où Nasri était libre de. C'est le système d'Arsenal qui est comme ça. Il l'a pas fait pour Nasri. Non, il l'a pas fait pour Nasri, mais c'est le seul où Nasri a été resplendissant quoi, à un moment donné. Parce que oui, c'est vrai qu'il a été resplendissant à un moment donné dans sa carrière. Ah oui, mais là t'as pas tort, c'est vrai que cette époque-là coïncide avec le moment où il y avait un système qui lui correspondait tout à fait. Voilà. Moi, c'est ma théorie à propos de Nasri. Non, mais c'est une théorie que je valide personnellement. Tu valides, très bien. C'est bien pour Walid. Oui. Bah écoutez messieurs, on a fait le tour. Peut-être Walid, on n'avait pas envie non plus de lui en mettre plein la tête. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais fais-nous un monologue du vagin, j'ai envie de dire. Pour Zlatan Ibrahimovic et son 4e but. Vas-y. Vous voulez pas faire le tour un peu des matchs Ah non, parce que c'est des matchs Panama-Espagne, tu vois, tous ces matchs en bois. Bon. Chili-Serbie, tu veux? C'est vrai. Chili. Non, ça va. Nous, on parle de foot. Voilà. Ça va. Donc écoutez, Angleterre. Moi, j'ai vu comme tout le monde, et je suis désolé de le dire, j'ai d'abord remarqué le truc sur Twitter puisque je regardais quand même Italie-France, ça me permet de dire comme aussi que vous pouvez me suivre sur Twitter. T'as vu, celle-là tu l'avais pas senti venir. Voilà. Donc non, c'était donc j'ai vu le but en question, j'ai vu ces 4 buts, je me suis refait le match ensuite pour voir. C'était un match qui a été quand même globalement dominé par l'Angleterre, qui a fait un bon match. Il faut dire que quand même on a titré, je sais plus qui titrait dans la presse, Zlatan Ibrahimovic 4, Angleterre 2. Je suis désolé de le dire, mais c'était un peu ça aussi. C'était quand même complètement ça. Oui. Mais d'autant que c'était une équipe B de l'Angleterre. Il manquait plein de cadres. Voilà. Et quand même, ils ont été bons. L'Angleterre a été bon. Mais derrière, effectivement, tu as un mec qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic qui a un niveau hallucinant et qui est capable de nous gratifier de gestes incroyables et de trucs que 95% de joueurs ne tenteraient pas. Cette idée-là qui est complètement folle de tenter une reprise à cet endroit-là, à 30 mètres du but sur le côté. Si vous me citez 5% de joueurs qui est capable d'avoir cette idée-là, je pense pas. Une question de pseudo-puriste, est-ce que le deuxième but, il est finalement pas plus beau? Celui où il enchaîne contrôle. Parce que le dernier, mine de rien. Le dernier, tu vas nous sortir quoi? Le gardien n'était pas dans les buts? Je t'ai dit le gardien se trouve complètement sur sa sortie et il est plus dans les buts. Alors que sur le deuxième. C'est une bonne remarque, ça d'ailleurs. Non, mais tu vois, sur le deuxième, il a le mérite de faire un enchaînement complètement magnifique. Moi, je me souviens de Robin qui nous disait ouais, mais Joe Hart. Et puis le dernier, c'est à la 93e, tu vois, dans le contexte. Je te parle du contexte, il gagne déjà 3-2. Je veux dire, est-ce que celui-là, il le tente à 0-0? Mais justement. Quel est le joueur qui va avoir l'idée de tenter un truc comme ça? C'est plus facile de tenter à 3-2 en fin de match qu'à 0-0. À 3-2, je te dis 95% des joueurs conservent le ballon. Le mec, il va faire un contrôle. Pas un match amical, pas un match amical, pas la 93e. Je t'assure que si. Il va faire tourner le ballon. Le mec a quand même tenté un geste qui n'était pas celui-là, mais qui a un geste un peu taré contre Porto à 0-0 en Ligue des Champions à la 25e. Mais tu t'imagines si elle le marque. Il le tente quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, lui, il va le tenter. Il va le tenter. C'est Zlatan. C'est pas comparable avec d'autres joueurs. Là, tu vois, il a marqué contre Porto. Là, tu vois, ça a marqué. Alors mais contre Porto, il l'a pas mise. Il l'a pas mise et ça a été un problème à la fin. Il est incroyable de toute façon. Oui, bien sûr. Après, il en a mis plein. Il y a eu une enflammade totale derrière. Non, mais quand il sortira, il est justifié. Quand il finira sa carrière, on aura une grosse vidéo sur YouTube et tout le monde sera content. On aura des jolis buts et on pourra dire il était très bon. Et puis ça nous permet de dire aussi que c'est quand même génial d'avoir un joueur comme ça. Puis j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu un long résumé. J'ai pas pu voir le match en complet, mais j'ai vu un long résumé de 20 minutes du match. De ce que j'ai vu, l'Angleterre excusez-moi, mais t'es mou du gland, c'est-à-dire que c'est ça. Oui, non, mais c'était pas mal. Ils ont fait 25 matchs. C'est le vendredi soir, c'est pas grave. Ils ont fait 25 premières minutes où Young a été à peu près bon et c'était le seul qui profitait du dynamisme et qui s'est éteint après. Il y a eu 2 buts de Welbeck et Colker.
Bon, et après, l'Angleterre était un peu spectatrice. Oui, mais l'Angleterre, il manque quand même Ashley Cole, il manque Walcott, il manque Rooney. Voilà, tu vois, surtout même, que l'Angleterre, c'était ces matchs-là, de toute façon, ils sont mal placés dans la perspective d'une journée de championnat qui va arriver très rapidement et surtout aussi de la Ligue des Champions, d'une journée décisive en Ligue des Champions. Parce que avec de très belles affiches et la finale du groupe de la Juventus et de Chelsea. Souvent, les places en Ligue des Champions se jouent sur cette 5e journée-là. Donc c'est la journée, je veux dire, ultra importante auquel tu dois faire un résultat. Et forcément, tout le monde, tous les joueurs pensent à ces matchs-là, quoi. Ils essayent de se préserver. Donc ça explique aussi c'est pourquoi pour ça que je te dis quand là Pirlo a fait un match moyen, je veux dire le mec il va avoir 3 gros matchs qui vont arriver là, il va jouer contre la Lazio en Ligue des Champions, ultra important, je veux dire. En championnat, je veux dire, il va pas se fouler en match amical. Voilà, donc, il s'en fout de ce match. C'est pour ça que faire des conclusions sur ces matchs-là sont pas c'est pas très prudent. L'avantage avec l'équipe de France, si on en a fait autant, c'est que Didier Deschamps a pas trop divagué à part en faisant rentrer Gourcuff et il a fait 6 changements. Voilà, bon, non mais ça c'est les trucs classiques dans les matchs amicaux, mais les 60 premières minutes étaient bonnes en information. Après le reste, j'en doute, mais il y a quand même l'entrée de Ménez qui était intéressante. Ouais, il y a eu l'entrée de Ménez, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que nous on en fait tout un pataquès parce que c'est notre côté franco-centré. Tu vois, nous ça nous intéresse. Mais l'Italien à l'heure actuelle, je veux dire, il a fait finale de l'Euro. Bon, c'est sa 5e défaite en match amical d'affilée. D'ailleurs, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du pays. Mais concrètement, c'est un match amical. Il s'en fout. Voilà. Ils ont fait un match plutôt passable. Dans la presse italienne, ça n'a pas fait un scandale. Et puis tu vois l'équipe qui est alignée. Bon, il y a Sirigu dans les buts qui est quand même le 2e ou 3e gardien. On ne sait plus trop parce que là, il y a concurrence. Tu regardes là, il y a guère que la défense centrale. Mais mine de rien, je regarde les voisins en Europe. Ça, je dis pas, c'est pas une grosse analyse, mais c'est une petite remarque que je fais. Mais je regarde sur ces derniers matchs, on a battu l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Mais dans des matchs bidons, dans des matchs qui ne servent à rien. Le problème, c'est qu'entre c'est ça, c'est entre ces matchs-là, on a aussi perdu contre la Suède. Match nul contre l'Espagne, excusez-moi, mais c'était presque comme une victoire. Oui, c'est vrai. Dans l'esprit de beaucoup, c'était comme une victoire. Mais voilà, finalement, le seul on peut dire avoir des conclusions, c'est contre l'Espagne. On a fait une bonne mi-temps. Ouais. Voilà. Oui, c'est les 2 derniers matchs, ça va pas plus loin. matchs sur lesquels on peut vraiment se servir. Voilà. Parce que au final, après l'Allemagne, on s'est c'est juste un petit truc, quoi. Tu vois, on se fait pas taper 8-0 par les grosses équipes. On perd contre la Suède, nous. Voilà. Mais ça aussi, c'est une marque de Deschamps. Ces équipes, elles sont les équipes qu'il a entraînées sont chiantes à gagner, quoi. Je veux dire, c'est compliqué de battre une équipe entraînée par Deschamps. Mais de toute façon, comme je l'avais entendu, Deschamps a une haine viscérale de la défaite, c'est-à-dire que quel que soit le match, même amical, il veut pas voir son équipe perdre, il veut pas voir la France 18e au classement UEFA derrière la Grèce, et lui il veut remonter la pente de toute façon. C'est pour ça qu'il a jamais pris Michael Ballack avec lui. D'accord. C'est parce qu'il a perdu 13 finales, elle de la défaite, tout ça. Parce que c'est un peu bizarre quand même de dire qu'il a une haine de la défaite. C'est le cas. Voilà. On va dormir, je crois. Sur ce... Juste, moi j'aimerais juste faire un petit... Parce que je pense tu veux que faire coucou à ta famille, vas-y. Non, je pense que lundi on va parler de championnat de France, des matchs du week-end, juste pour faire le calendrier de ce soir à 20h45, il y a Lorient-Lille, qui sera un match très intéressant, je pense. Je dis que Lorient va s'en prendre 4. Je sais pas. Tu dis ça comme ça. Et combien ils en mettront, c'est ça. Voilà. Samedi 17 novembre, Paris Saint-Germain, Rennes à 17h. Ça sera un match aussi, encore une fois, qui sera intéressant après le nul contre Montpellier et la défaite contre Saint-Etienne, avec encore une fois beaucoup d'absences qui sont à mon avis très dommageables pour Paris. Évian-Thonon-Gaillard Saint-Etienne à 20h, Valenciennes-Montpellier, AC Ajaccio-Sochaux, Brest-Bastia, 3 Nancy, waouh, 3 Nancy. Bastia quand même. Ouais. 3 Nancy, ça vend du rêve. Le 19e contre le 20e. Je crois que je vais mettre devant Beansport, tu vois, Beansport Max 3. Puisque c'est 3 Nancy, et puis je pense que je suis prêt à t'inviter à bouffer si tu regardes ce match en entier. Exactement. Avec les écouteurs, c'est-à-dire coupé de la civilisation, sans ton téléphone portable. Voilà. Et tu nous fais un résumé complet pour lundi. Lyon-Reims à 14h, je pense que ça sera aussi un bon match. Entre 2 bonnes équipes. Moi j'aime beaucoup cette équipe de Reims. Mais oui, pourquoi pas. Si. Je pense que Lyon-Reims ça sera pas mal du tout. Ça va, allez voir. Ça va. Nice-Toulouse à 17h, donc dimanche, et le grand choc, l'affiche. Moi je sens bien un match nul, parce que les matchs du dimanche soir 21h, c'est vrai que ça fait longtemps là, on a eu des matchs en bois. Bordeaux-Marseille, je sens que ça va être en bois. 20 balles que cette fois Christophe Dugarry n'est pas au CFC et va se bouger son cul un petit peu. Et 20 balles.
Mais je sens très très mal ce match Bordeaux-Marseille. Pour ainsi dire, je sens que je sais pas si je vais avoir la force de le voir. Non, mais surtout, déjà, même si je me suis abonné à cette chaîne. T'as Rémi qui est pas là, t'as Jordan Ayou qui est pas là, et t'as Gignac qui est pas là. Amalfitano qui est pas là, non? Bob va se baser sur. Amalfitano qui sera là, Amalfitano. Ah, il a pas pris 2 matchs. Ce match-là, il sera là, mais c'est à partir de. D'ailleurs, 2 matchs de suspension quand même. Ça, c'est. Il y a des choses à dire sur cette commission-là. Je pense qu'on va avoir un match chiant avec une Bob qui va essayer de défendre. Je pense qu'on aura une occasion pour Marseille, genre à la 40e minute, ratée par Rémi. But de Raspantino à la 88e. Et puis voilà, non, ça va être assez pauvre, mais c'est toujours mieux que le sempiternel Bordeaux-Toulouse, le match le plus chiant de Ligue 1. Tous les ans. Tous les ans. Ah oui, non, mais Bordeaux-Toulouse cette année, je sais pas, c'est Bordeaux qui a gagné 1-0, il me semble. Mais c'était nul. Oui, non, c'était mauvais. C'était mauvais, mais au moins, ouais. Bon, c'était pas. J'ai vu pire. Vous exagérez peut-être un peu là. Messieurs, je vous propose de finir cette émission. Et tu fais pas gagner de place pour 3 Nancy alors. Je vais gagner 2 places pour le canapé de Walid pour regarder avec lui 3 Nancy avec des écouteurs. Venez. On se finit avec Cassius, I love you so. On se retrouve lundi. Bisous à toutes. Je vous aime. Salut.